Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais le bilan du mois de juin. Au départ, j'étais pas supposée en faire un puisque je n'avais lu qu'un livre, mais la dernière semaine du mois, je me suis rattrapée avec 3 BD puis une pièce de théâtre. Donc on s'entend que c'est le genre de lecture qui se fait assez rapidement. Donc je me suis dit que là, ça faisait un assez gros paquet pour vous faire un bilan. Donc sans plus tarder, on va commencer. La première lecture dans laquelle je me suis lancée, c'est une lecture en anglais. Donc, ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'ai recommencé à lire en anglais tranquillement. Et puis là, ici, c'est un livre plus accessible, je dirais, que Middlesex que j'ai lu précédemment il y a quelques mois. Et la langue, le style aussi, est beaucoup plus simple. Donc, si le sujet vous intéresse, quand je vais vous faire un peu le résumé, vous pourrez vous lancer dans The Orphan Train, écrit par Christina Becker-Klein et publié chez, je sais pas parce que c'est pas écrit, oui, William Morrow, An Imprint of HarperCollins Publisher. C'est classé comme le best-seller selon le New York Times, donc pour moi ça me fait une référence, donc selon aussi la qualité du journal. L'histoire de The Orphan Train peut se résumer avec la narration de 2 histoires en parallèle en fait. Alors la première, c'est celle de la jeune fille ici, qui est une jeune Irlandaise et qui vit en Irlande avec sa famille. Étant trop pauvres, ils vont déménager aux États-Unis dans les années 1920. La jeune Irlandaise va perdre sa famille, devient orpheline et se fait shipper dans les Orphan Trains qui, aux États-Unis, dans ces années-là, servaient tout simplement à transporter, tout simplement, les orphelins dans le Midwest américain pour aller aider les fermiers déjà là-bas ou les couturières, bref, toutes les sortes de travailleurs qui existent dans le Midwest pour aider à la productivité, quoi. Donc, on va voir comment elle va se démerder là-dedans, comment ça va la former. Et en parallèle, l'autre histoire, c'est quelques années plus tard, en 2011, toujours aux États-Unis, avec une jeune fille, une adolescente cette fois-ci, qui elle aussi est orpheline. Et cette jeune fille-là va rencontrer un jour une vieille dame qui s'appelle Viviane. Et ils vont apprendre à se connaître dans le fond, puis ils vont se raconter leurs histoires. Et 2 histoires ne vont devenir qu'une. Donc on se doute, c'est pas un punch, qui est Viviane, c'est la petite Irlandaise qui a grandi et qui est rendue maintenant à un âge vénérable de 90 ans, quelque chose comme ça, là. Donc voilà, l'intrigue est très intéressante. Comment c'est coupé, c'est que chaque histoire a droit à 2 chapitres, donc ils s'alternent comme ça jusqu'à la fin du roman. Sauf que vers la fin du roman, j'ai un peu moins aimé cette alternance-là parce qu'elle est si bien faite et le suspense est si bien écrit, ça c'est un mot positif, que je pouvais plus tenir de lire une histoire à la fois. Donc ça, je trouve que le poids n'est pas égal dans les 2 histoires. Sinon, les personnages sont super bien développés. Le seul personnage que j'ai pas aimé, c'est la mère de la jeune adolescente en 2011, la mère adoptive, parce que c'est un personnage stéréotypé, stéréotypé américain, là, catholique, qui déteste les végétariens, qui déteste tout le monde, en fait. Et puis, qui a aucune nuance, en fait, qui a aucune partie positive chez lui. Donc voilà, pour ça j'ai pas aimé ça, puis je vous en parle un peu plus d'ailleurs sur ce personnage-là et pourquoi je l'aime pas dans mon article du blog La Bibliothèque Biz que je vous mettrai en barre d'informations. Donc voilà, sinon ouais, c'est vraiment bouleversant comme lecture. Je vous la conseille, puis en plus ça nous en apprend plus sur l'histoire, une partie de l'histoire des États-Unis, soit les Orphan Trains. Alors voilà. Ensuite, je me suis lancée dans Beckett de Hanoï, qui je croyais portait sur Samuel Beckett du Théâtre de l'Absurde, mais pas du tout. En fait, j'avais pas lu le résumé quand je l'ai acheté. C'était dans une vente il y a 2 ans de librairie, et puis j'ai vu le titre, je me le suis tout de suite procuré. Mais non, en commençant à lire la pièce, et en juste simplement lisant le résumé, j'ai découvert qu'on parlait de Thomas Becket, le bras droit d'abord de Henri II d'Angleterre, et qui devient par la suite archevêque d'Angleterre. La pièce est pas, certes elle est politique, mais on parle beaucoup de l'histoire d'amour, quasiment là, un bromance entre Thomas Becket et Henri II. Thomas Becket est tellement intelligent, cet homme-là, puis il y a tellement d'humour dans la pièce, et on va voir cette intelligence-là influencer le roi Henri II, et lui, il va se prendre vraiment de grande amitié pour Thomas Becket, lui qui en fait, ne ressent pas vraiment d'amour envers les gens. C'est le genre d'homme, et ça existe dans la vraie vie, qui aime passer du temps avec les gens, mais qui n'est pas vraiment
attaché et en amour avec les personnes. Donc, ça va résulter... le fait qu'il soit positionné archevêque va faire en sorte que leur histoire d'amour va briser. Il va prendre son poste hyper au sérieux. Et ça va pas toujours aller dans les avantages du roi Henri II. Là. C'est pas toujours ce que lui planifiait. Donc là, ça va créer de la discorde. Et puis, ça va être l'histoire, dans le fond, de toute la douleur qu'Henri II reçoit. J'ai adoré la pièce de A à Z, c'est un vrai coup de cœur. Je la relirai demain. C'est pas le genre de livre de grande littérature qu'on se dit on est content d'avoir lu, mais on s'est fait chier. Et puis, même à ça, vous savez mon opinion par rapport à la littérature, c'est pas juste des livres qu'il faut lire, mais qu'on se fait chier en les lisant. Donc, désolée pour le langage. Donc, ça, c'est un vrai bonbon de la littérature, je vous le conseille fortement. Et j'ai oublié de mentionner que les personnages dans la pièce sont très lucides, donc c'est vraiment fou. Ça vient avec le caractère humoristique de la pièce, ça la rend très rafraîchissante et très bonbon, justement. C'est que Henri II est conscient de l'influence que Thomas a sur lui, et même les gentilshommes du roi, eux, sont conscients que c'est pas des hommes qui pensent, et c'est ça qui participe à ce caractère-là humoristique de la pièce. Voilà. Ensuite, je me suis lancée dans la première des 3 BD. Ici, c'est un comics et il s'agit des Ultimate X-Men chez Marvel. Ce que j'ai beaucoup apprécié de cette BD-là que j'ai reçue il y a 2 ans à mon anniversaire, c'est le tome 1 d'ailleurs, c'est qu'on part pas à l'histoire des X-Men qu'on connaît dans les films où tous les X-Men sont déjà bien installés à l'école de Charles Xavier et font leurs petits trucs, quoi, sauvent le monde. Ici, on arrive au début de la formation des X-Men. Donc, l'école de Charles Xavier existe déjà, mais dans l'école, il n'y a que Cyclops et Jean Grey que nous, on connaît dans les films, dans les médias de masse, quoi. Donc, arrive Wolverine, qui, je savais pas, mais au début était un pur méchant, et il était du côté de Magneto, d'ailleurs. Ensuite, on voit l'arrivée de Storm, donc j'étais vraiment contente d'assister à ça. Et puis, la BD finit avec un de ces punchs entre Charles Xavier et Magneto, que ça me donne vraiment envie de lire la suite. C'est vraiment bien terminé, là. Puis c'était vraiment bon. Et les planches sont magnifiques. Par exemple... Ouh, j'ai perdu mon signet. Donc ici. Et je vais vous montrer une deuxième. Ah oui, ici, c'est les sentinelles qui sont illustrées. Puis on les voit dans le tout dernier film des X-Men d'ailleurs. Donc voilà, en mauve. Ils sont vraiment gigantesques, les sentinelles. C'est des gros robots gargantuesques. Donc j'ai beaucoup aimé ce comics et j'espère que je vais pouvoir me procurer la suite. Ensuite, j'ai lu Thor, le tome 1 de Jason Aaron et de Esad Ribic que vous avez vu dans mon tout dernier book haul. Donc ici aussi, on n'est pas en train de côtoyer le Thor des Avengers, mais bien le Thor à ses tout débuts et en fait le Thor tout au long de sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de retours dans le temps, de voyages dans le temps, dans le futur. Et pourquoi on fait des retours dans le temps? C'est parce qu'on va le voir lutter. Et c'est un personnage que je connaissais pas avant et j'apprécie beaucoup. Il me terrifie énormément. Il va lutter contre un méchant que lui, son but dans la vie, c'est de tuer tous les dieux de tous les univers. Donc, toute la divinité qui peut exister, pas juste sur la Terre, mais à Asgard ou à ailleurs, ben, il veut les tuer, quoi. On sait pas si c'est un dieu, le méchant, parce qu'il veut pas répondre à la question, ça l'insulte. Il s'appelle le massacreur des dieux, donc c'est assez clair. Et pourquoi Thor a un rapport particulier avec lui, c'est que un jour Thor réussit presque à le tuer, mais ça marche pas, donc il prend en estime quoi pour le massacreur des dieux et il va le réserver pour la fin. C'est vraiment donc un comics assez noir. Il n'y a pas beaucoup de lumière, hein? J'avais pas d'autres mots. Parce que Thor perd après échoue, échec après échec. Je sais plus comment dire les mots. Il y a un tome 2 et c'est le dernier tome, je crois. Puis j'espère vraiment que Thor va réussir parce que c'est long toute une vie à combattre une personne qui détruit tout autour de toi. C'est long. Et les planches, évidemment, sont magnifiques. Ah, voilà. Ça s'ouvre toujours à cette page-là. Puis c'est magnifique. C'est tellement bien dessiné. Donc, voilà.
c'est très doux comme dessin. Je sais pas comment l'expliquer, là. Donc, je viens d'avoir le OK, moi. Donc, ouais, c'était une super bonne BD, très noire. Ça m'a pas rendue dépressive, mais ça a juste augmenté ma rage envers le massacreur des dieux. Puis là, j'ai envie de le voir périr de tout son être dans le tome 2, je l'espère. Et finalement, j'ai lu le fameux Magasin Général, le tome 9, le plus récent tome, qui s'intitule Notre-Dame-des-Lacs. C'est donc le village où se tient le Magasin Général, et c'est écrit, dessiné par Loisel et Tripp, publié chez Casterman. Donc, en fait, je m'étais procuré cette BD-là dans le but de l'offrir à mon grand-père, qui lit la série. Sauf que j'en ai parlé à ma mère après l'avoir acheté, puis elle m'a dit « Mais non, Evelyne, on lui a donné à Noël! » Alors, ceci n'est pas un concours. Si quelqu'un aime Magasin Général, si quelqu'un lit le Magasin Général, je vous l'offre. En plus, c'est une excellente BD. Et pour ceux qui, par exemple, ne connaîtraient pas le Québec, ici, vous allez connaître une partie du Québec très bien et les dessins sont magnifiques. Donc, je vous fais le synopsis. Il s'agit de l'histoire de Marie, ici, qui punch au 9e tome, est enceinte, mais bon, il fallait bien qu'il se passe des choses, hein? Donc, au premier tome, elle n'est pas enceinte, elle n'a pas d'enfant, et n'a pas de mari non plus parce qu'il vient de mourir, malheureusement. Elle doit donc apprendre à vivre seule maintenant, à gérer le magasin seule et à retrouver du plaisir dans la vie. Et Marie vit dans un village très fermé, très catholique. Le Québec, hein, dans son histoire, c'est reconnu pour être fervent religieux. C'est un peuple qui se prive de tout. On n'arrête pas de lui dire qu'il est né pour un petit pain. Donc, Marie, la chanceuse, c'est pas mal la seule qui peut sortir du village pour aller à Montréal. C'est Marie qui est la sauveuse, qui est l'élue. C'est celle qui peut faire s'épanouir son village, quoi, parce que c'est elle qui va au-devant de la technologie, au-devant de la vie et du plaisir qui se trouve à Montréal. Donc, un jour, elle revient avec un type qu'elle a rencontré à Montréal et ensemble, ils vont changer les choses au complet. Il y avait 3 pains-bêches qui toisaient tout le monde puis qui contrôlaient tout ce qui se faisait, qui étaient potes avec le prêtre. Ben, elles vont changer elles aussi. Donc, c'est vraiment l'histoire de l'épanouissement d'un village, mais symboliquement de l'épanouissement du Québec pour moi. C'est tellement beau. Les dialogues sont beaux, les images avec les silences qu'on peut entendre dans les images sont beaux. Comment c'est écrit, c'est beau aussi. Donc, on écrit à la québécoise, mais rassurez-vous, pour ceux qui ne sont pas québécois, vous pourrez comprendre aussi parce que Loisel et Tripp ont pensé aux Européens francophones et ont fait lire leur texte à quelqu'un, sûrement un Français, hein, pour s'assurer qu'il puisse comprendre. Et s'il ne comprenait pas un certain mot, mais qui était quand même essentiel au langage québécois, ils mettent la définition, ou je veux dire un comparatif français au bas de page. Donc, tout le monde peut comprendre la BD et les planches sont magnifiques également. Donc, je pourrais pas vous vanter plus, là, j'ai pas de mots pour vous vendre cette BD-là, c'est juste, c'est magnifique. Et à cette époque-là, on se trouvait être en 1926. J'avais oublié de vous le mentionner. Voici une autre image. Donc voilà, et puis je viens d'apercevoir d'ailleurs quelque chose qui m'a fait penser à une anecdote qui est vraiment intéressante. Donc vous voyez ici les 3 petits animaux, il y a un chien, un chat, un ours et un canard. Ils n'ont pas vraiment rapport hein, dans l'histoire, mais ils se trouvent dans chaque BD, silencieux, ils font leurs petits trucs, mais ils sont là. Puis le canard est vraiment jaune, là, comme que c'est pas réaliste. Et puis l'ourson, c'est vraiment comme un ourson, il est super fin, il mange pas, il fait rien de mal. Et puis, ce que je vais vous raconter à propos de ces animaux-là, c'est que c'est des animaux qui n'ont aucune incidence sur la BD. Ils sont vraiment juste là. Fait que ça rend la chose un peu comique. Sauf que dans cette BD-là, je sais pas si c'est la dernière de la série, je l'espère pas, mais c'est la plus récente. Ben, ici, il y a un des animaux qui va faire ses trucs, mais ça va avoir une énorme incidence sur un événement du récit. Vraiment, ça va tout changer. Ça va virer l'événement à l'envers complètement. J'ai éclaté de rire parce que ben, il fallait qu'il se passe quelque chose un jour avec ces animaux-là. Et là, il a vraiment changé le cours du récit.
Comme quoi la BD est de qualité, même les plus petits éléments insignifiants sont réfléchis. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc, je vous le rappelle, si vous voulez vous procurer ce 9e tome, si par chance vous avez les autres d'avant ou si vous prévoyez acheter toute la série d'un coup, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires ou par Facebook et on s'arrangera pour que je puisse vous l'envoyer. Alors voilà, c'était tout pour le bilan du mois de juin. J'espère que vous avez apprécié. Avant de vous quitter, je voulais vous parler un petit peu. D'abord, ça fait 1 an que ma chaîne existe en fait. Ça faisait 1 an hier, le 1er juillet. Donc, je tenais à vous remercier d'être là en fait. Parce que évidemment, je pourrais vous dire, sans vous, ce serait pas la même chose. Mais c'est une évidence. Vous êtes intelligent, puis vous pouvez comprendre que sans vous, ça serait pas la même chose. Le principe de parler de livres sur Internet, c'est de partager. Donc, si personne m'écoute, c'est comme si j'existais pas. Mais que vous soyez autant aujourd'hui, donc ça c'est l'autre nouvelle, vous avez dépassé le cap des 300 abonnés et je vous en remercie du fond du cœur parce que d'être autant à partager, à parler de livres, à parler de découvertes, à me faire découvrir des choses aussi, je trouve ça juste génial. Je m'attendais pas à ce que le partage soit aussi grand. Et puis, je suis contente aussi que je puisse vous partager un peu de ma littérature québécoise de chez moi, en fait. Parce qu'on parle beaucoup des lectures internationales, américaines, françaises. Et là, d'avoir l'honneur de vous parler de BD québécoises, de livres québécois et que ça vous intéresse, ça me rend vraiment heureuse. Puis j'espère pouvoir vous faire découvrir des belles choses à chaque fois que je fais des vidéos. C'est vraiment mon souhait le plus grand. J'espère vous intéresser plus à la lecture si vous venez ici puis que vous n'êtes pas vraiment sûr. Fait que juste, je voulais vous remercier vraiment, vraiment beaucoup d'être là avec moi parce que c'est ensemble qu'on va créer une communauté de lecteurs plus grand. C'est ensemble qu'on va peut-être changer les choses et décélérer la fermeture des librairies. Cette année, j'ai assisté à la fermeture de 3 librairies, en plus proches de chez moi, puis c'est horrible. Donc peut-être qu'ensemble, par l'Internet, on va réussir à faire quelque chose de bien. Donc voilà, c'est ma petite bulle politique là. Mais merci d'être là, vraiment beaucoup. Je voulais vraiment vous remercier aujourd'hui. Je le dirai pas assez. Ça fait 1 an, vous êtes encore avec moi. J'espère qu'on va grandir encore, que la communauté européenne, française et québécoise vont s'unir pour créer une grosse bombe de livres. Puis qu'on va pouvoir continuer à se parler de belles histoires jusqu'à la fin des temps. Voilà, c'est plus simple que ça. Donc, merci beaucoup. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Donc, bonne journée, bonne lecture. Bye!